Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis heureuse de vous accueillir pour ce nouveau webinaire proposé par ProSci Europe, anciennement Nexum. Notre sujet du jour porte sur la 12e édition de l'étude ProSci sur les meilleures pratiques en matière de conduite du changement. Pour ceux qui nous connaissent déjà, je pense que la recherche n'a plus de secret pour vous. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, laissez-moi vous l'expliquer brièvement. ProSci a produit 12 rapports sur les meilleures pratiques en matière de conduite du changement au cours des 25 dernières années, compilant des données de plus de 10 000 réponses fournies par des professionnels de la gestion du changement, dans 38 secteurs différents et dans plus de 100 pays à travers le monde. L'idée derrière cette recherche est d'agréger et synthétiser les pratiques qui fonctionnent le mieux aux quatre coins du monde, et puis de les mettre à la disposition des praticiens afin de leur permettre de pratiquer leur métier sur les bases les plus solides possibles. Le travail de récolte de données se fait donc tous les 2 ans, et au terme de l'analyse qui suit, les évolutions majeures donnent lieu à une mise en perspective telle que celle à laquelle vous allez assister aujourd'hui. Depuis cette 12e édition, l'accès aux données de l'analyse se fait dorénavant de façon interactive, ce qui permet de plonger plus profondément et de façon plus spécifique et contextualisée. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Cette 12e édition, l'édition post-Covid, apporte les éclairages les plus récents sur l'état actuel de la conduite du changement. Elle ajoute également les nouveaux types d'informations mettant en évidence des changements significatifs dans les données. Ce webinaire va vous être présenté par Vincent Piedboeuf. Vous le connaissez sans doute déjà. Vincent travaille pour ProSci Europe en tant que formateur principal et consultant senior. Il a à son actif de nombreuses missions auprès de clients dans leurs projets de transformation. Parmi nos formateurs, il fait partie des plus expérimentés. Et à ce titre, il a déjà certifié plusieurs centaines de praticiens à la méthode ProSci en Change Management. Vincent donne également des cours de Change Management à l'Université de Liège en Belgique. Voilà, donc bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent, qui essayent de monter dans le train. Ne vous inquiétez pas, le webinaire commence seulement dans quelques minutes. Je vais vous donner quelques détails pratiques afin de vous permettre de mieux profiter du webinaire. Donc tout au long de la session, vous pouvez poser vos questions en utilisant l'icône Q&A en bas de la fenêtre Zoom. Nous y répondrons dans les dernières minutes, le dernier quart d'heure ou les dernières 10 minutes. Si vous avez des questions un peu plus techniques, utilisez le bouton de chat et c'est moi qui suis à votre disposition aujourd'hui pour vous aider. Durant cette session, nous allons utiliser un outil de sondage pour vous poser quelques questions et obtenir vos avis sur certains points qui vont vous être présentés. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, cet outil s'appelle Poll Everywhere. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne? Donc, il vous suffit de vous connecter via le site web www.pollevi.com/nexum au départ d'une nouvelle fenêtre de votre browser ou depuis votre téléphone smartphone comme indiqué à l'écran. Vous pouvez également télécharger l'application Poll Everywhere sur votre mobile à partir de l'App Store ou de Google Play. Voilà. Pendant que vous vous connectez à Pollevi, laissez-moi vous répéter brièvement le sujet du jour et ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parcourir la 12e édition de l'étude ProSci sur les meilleures pratiques en matière de conduite du changement. Au cours des dernières 25 années, ProSci a compilé les réponses de plus de 10 000 professionnels de la gestion du changement, issus de 38 secteurs différents et provenant de plus de 100 pays. L'objectif, c'est d'identifier et partager les pratiques les plus efficaces en matière de gestion du changement à l'échelle mondiale. Cette 12e édition, particulièrement intéressante car elle est postérieure à la pandémie du Covid-19, offre des informations plus approfondies grâce à des fonctionnalités interactives. Elle met en lumière les tendances les plus récentes et les évolutions actuelles dans le domaine de la conduite du changement. Et voilà, Vincent vous présentera cette 12e édition et vous, comme ça, vous allez avoir un aperçu approfondi des découvertes et des avancées les plus récentes dans le domaine de la gestion du changement. Voilà, je vous souhaite un excellent webinaire et Vincent, je te cède la parole. Merci Andrea.
Merci Andrea et bienvenue à tous dans ce webinaire. Un webinaire un peu spécial, un peu inhabituel, vous allez voir. Non, pour une fois, je ne vais pas vous rappeler le modèle ADCAR et ces éléments-là. Je vais vous présenter pas mal de choses assez différentes et assez nouvelles. Donc, comme Andrea vient de vous le dire, une nouvelle édition de la recherche de ProSci vient d'être publiée. Et j'aimerais vous la faire découvrir. Nous allons l'explorer ensemble. Je vais vous montrer ce qui est de neuf. Je vais vous montrer comment elle fonctionne. Et vous allez voir, c'est une petite révolution dans la recherche de ProSci. Alors, voilà les sujets que nous allons parcourir ensemble. Je commencerai par vous rappeler ce qu'est la recherche de ProSci, l'historique de la recherche, comment on procède pour cette recherche. Et puis en deuxième point, je mettrai en avant les changements notables. Il y a quelques nouvelles tendances dans cette nouvelle étude, dans cette nouvelle édition. Et plus particulièrement, il y a un nouveau sujet qui a été exploré. C'est le sujet de la définition du succès du changement. Je suis sûr que ça va en intéresser plus d'un d'entre vous parce que c'est une question qui vient si souvent lors des formations. La question vient sur la table. Comment peut-on procéder pour définir le succès d'un changement? Eh bien, vous allez voir, ça a été bien exploré dans cette nouvelle étude et je partagerai ça avec vous. Et puis, la cerise sur le gâteau, ce sera le rapport interactif. Eh bien oui, c'est ça qui est fondamentalement nouveau. Vous allez voir que la 12e édition devient une édition interactive. En quelque sorte, c'est vous-même qui devenez le chercheur dans la recherche de ProSci. Alors, pour débuter, je tiens quand même à mettre en évidence que ça fait donc depuis 1998, ça fait donc déjà 25 ans, un quart de siècle de recherche mondiale de ProSci. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, la recherche de ProSci? Peut-être que ça évoque ces livres, ces gros livres, souvent de plus de 300 pages, que nous avons eu dans les mains lors des formations pour nous aider à trouver les meilleures réponses à tous les défis que vous pouviez avoir dans la conduite du changement. Ça peut être ces piles de bouquins qui se sont succédés, y compris le livre ADCAR. Ça peut être l'expérience électronique des outils, le toolbox qu'on a connu dans le temps, le Proxima actuel. Ça peut être certains slides que nous avons présentés qui vous ont particulièrement marqué, que vous avez gardé à l'esprit. Ça peut être certaines études sur des sujets très pointus, comme par exemple l'adaptation, la gestion du changement en développement agile, ou les recherches très approfondies sur les phénomènes de résistance au changement. Ça peut aussi être le processus de changement organisationnel qui a été développé sur base de ces 25 années de recherche. Donc, la recherche de ProSci, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un exercice permanent, continu, particulièrement actif de recherche des pratiques qui ont maximisé les chances de succès des changements. Et cette recherche a été alimentée par les expériences des praticiens spécialisés qui répondaient à des questions choisies de façon tout à fait pertinente pour étudier tel ou tel sujet de la conduite du changement. Le processus suivi est le suivant. Donc, tous les 2 ans environ, ce processus est entamé. La première étape consiste à choisir les sujets les plus appropriés. Quels sont les nouveaux sujets que nous désirons explorer pour mieux équiper les praticiens du changement, pour maximiser leurs chances de succès? Sur base des choix effectués, eh bien, c'est la préparation des questions, les questions les plus appropriées. Donc, il s'agit de confectionner les questionnaires qui permettront donc d'obtenir les données les plus actionnables. Vient ensuite la phase de collecte de données sous forme de questionnaires pour obtenir les expériences réelles du terrain, leurs éclairages, ce qu'ils veulent nous donner comme conseil. Et sur base de tout ça, ces données quantitatives, ces données sous forme de texte qualitatives, eh bien, nous faisons l'analyse et la synthèse, c'est-à-dire nous nous posons la question de comment pouvons-nous transformer tous ces éléments venant de ces experts en éclairage actionnable. Et ça, c'est un élément essentiel de la recherche de ProSci, c'est que ça nous donne des éléments actionnables. La dernière étape,
c'est la production. Comment faire en sorte que vous, praticiens, vous puissiez accéder à ces éclairages actionnables, comment pourrez-vous les utiliser et comment est-ce que ProSci pourra donc vous apporter cette valeur. Quelques éléments que vous voyez au bas de la page qui valent la peine d'être notés. Le premier, c'est la rapidité. De plus en plus, au fur et à mesure des études, ce processus s'est montré de plus en plus rapide et efficace. Dans la dernière étude, il s'est seulement passé 10 semaines entre la clôture de l'étude et la production des résultats. Un élément important, tout à fait neuf, c'est l'interactivité. Je vous montrerai que maintenant, vous pouvez explorer ces meilleures pratiques, non plus comme dans le temps on tournait les pages du livre, mais de façon véritablement interactive, en rentrant certains paramètres et en voyant ce que ça donne pour votre contexte spécifique. Et ça nous amène au troisième point que je vous montrerai, c'est le me-search. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi, en tant qu'utilisateur des résultats des meilleures pratiques, je deviens moi-même le chercheur, je deviens moi-même la personne qui explore, qui définit les paramètres, qui définit mes objectifs et qui obtient mes propres conseils. Eh bien, Andrea vous a montré comment accéder à la plateforme Poll Everywhere. Je vous invite à faire ça directement. Donc, vous prenez une fenêtre sur votre ordinateur, vous prenez votre téléphone, une tablette, et vous allez sur l'adresse que vous voyez apparaître ici, le polyvi.com/nexum, et vous verrez apparaître ces questions. En tout cas, je vous inviterai à y répondre si vous avez déjà eu l'occasion de regarder, de consulter la recherche de ProSci. Est-ce que vous pourriez mentionner au moins un constat de la recherche que vous aviez lu et je dirais, qui vous a accompagné depuis, que vous avez gardé à l'esprit, qui vous a conseillé, qui vous a aidé parfois à orienter votre pratique? Donc, prenez quelques secondes pour rédiger cela. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans ce que vous avez lu de la recherche de ProSci? Leclerc, effectivement, dans la recherche, on a vu apparaître que les chances de succès dans le changement sont d'autant plus grandes que les responsables d'équipe jouent ces 5 rôles de communicants, liaison, ambassadeur, gestion des résistances et coach. La priorisation des challenges du management, et tout particulièrement pour les sponsors. On voit les défis et on voit comment y répondre. Le facteur numéro 1 de succès, c'est le sponsor. Et j'ajouterais même le sponsorship actif et visible de la part des dirigeants. Le sponsor. Répéter 7 fois un message. En effet, on l'a vu, on l'a appris. C'est seulement par la répétition que les messages, notamment relatifs au pourquoi du changement, vont être intégrés. Le processus du changement en 5 étapes, donc là on parle du processus individuel. En effet, un excellent élément de la recherche de ProSci, c'est donc la création de ce modèle ADKAR il y a déjà plus d'une vingtaine d'années, sur base de plusieurs années d'exploration de centaines de configurations de changement. Le lien entre l'accès aux sponsors et le succès du projet. Oui, en effet, la recherche a bien montré la différence énorme de taux de succès du changement entre ceux qui avaient un accès adéquat aux sponsors et ceux qui n'avaient pas ou peu d'accès aux sponsors. Les best practices en général, j'apprécie ça. Merci pour cela. N'hésitez pas à l'enrichir, bien sûr. Je vois donc que vous avez déjà pu parcourir cette recherche, l'ABC du sponsor, actif et visible, bâtir une coalition, communiquer directement avec les employés à propos du changement. Tout ça, ce sont des éléments qui, j'en suis sûr, vous accompagnent. Merci donc pour ça. Je vais donc essayer d'avancer à la page suivante. Voilà. Ceci est donc l'historique de la recherche de ProSci. Comme je vous ai dit, ils ont commencé ça il y a 25 ans déjà, en 1998, avec un rapport qui donnait les éclairages de 102 participants. On y trouvait 32 pages, on y trouvait 29 graphiques, 3 tables avec des données. Et puis regardez l'évolution. La 11e étude, l'avant-dernière, on avait déjà 1863 participants, 375 pages, 250 tableaux donc graphiques, 41 tables.
Et puis la 12e étude, celle-ci, on compte maintenant 2668 participants de par le monde. Et en ce qui concerne les pages, les graphiques et les tables, eh bien, figurez-vous que maintenant, c'est virtuellement infini. Et je vous montrerai pourquoi, je vous montrerai comment. Voilà, on va bientôt entamer cette exploration. Mais d'abord, j'aimerais savoir où vous en êtes par rapport à cela, puisque la 12e étude a déjà été publiée, avec donc les rapports interactifs que je me réjouis de vous faire découvrir. Mais je veux vous poser cette question. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'explorer les rapports interactifs de la recherche de Plossai? Je vois une tendance assez nette. 90% d'entre vous me disent non, pas encore. Certains, une petite dizaine de pourcents disent que vous avez déjà fait quelques clics pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Eh bien, ceci est utile pour moi. Je vois donc que la grosse majorité d'entre vous, vous découvrez véritablement ceci. Alors, je peux déjà vous montrer des éléments que vous pouvez trouver de façon interactive. Ceci est un écran, je vais me mettre en mode démo, je vais prendre la page directement dans mon navigateur. Ceci est une page où vous voyez la distribution des participants à la recherche. Vous voyez, vous avez la possibilité de filtrer par région. Donc, la recherche totale, vous le voyez, c'est 2668 participants dans 38 secteurs d'activité différents dans 101 pays. Et vous avez la possibilité, hein, je vous parlais d'interactivité, par exemple de cliquer sur la France. Et quand vous cliquez sur la France, vous allez voir les données spécifiques de la France. Vous allez voir que, par exemple, dans les secteurs d'activité, on a quand même une majorité de finances et assurances, en tout cas nettement plus que la moyenne. Par contre, les soins de santé sont moins représentés que la moyenne. On voit que venant de la France, nous avons 46 participants dans 19 secteurs d'activité différents. Et ainsi, vous pouvez cliquer sur les différents pays. Par exemple, pour continuer la francophone, je clique sur la Belgique. Là, on voit qu'on a 60 participants dans 24 secteurs d'activité et que la distribution est un petit peu différente. On voit déjà beaucoup plus de participants dans le secteur gouvernemental. Chaque fois, lorsque vous mettez le pointeur dessus, vous avez les données détaillées. Vous pouvez ainsi continuer à explorer les différents pays. Par exemple, la Suisse, pour continuer l'Europe francophone, eh bien là, on voit qu'on a 44 participants dans 18 secteurs d'activité et on voit une distribution beaucoup plus régulière entre les secteurs, une petite majorité dans le secteur gouvernemental. Donc, ceci, c'est un exemple de l'interactivité que vous pouvez avoir avec ce rapport, notamment ici, pour explorer qui sont ces participants de la recherche, dans quel pays se trouvent-ils, dans quel secteur d'activité travaillent-ils, quelle est la taille de leurs entreprises, quel est le niveau de revenu des entreprises, et ainsi de suite. Alors, les changements notables, je vous avais promis que j'allais vous présenter, eh bien, voyons-les brièvement. Un premier changement que j'ai trouvé assez intéressant, c'est concernant la localisation la plus fréquente du Change Management Office. Jusqu'à l'étude précédente, ce qui était cité le plus souvent, c'était l'ARH. L'ARH arrivait même 2 fois plus souvent que le numéro 2, qui était le département informatique, si je me souviens bien. Eh bien, aujourd'hui, c'est maintenant le PMO, Project Management Office, qui est cité le plus souvent comme l'emplacement pour le Change Management, pour le Change Management Office, suivi par le département stratégie et transformation. Donc ça, c'est déjà un changement assez net. Deuxième changement, c'est que pour la première fois depuis une douzaine d'années déjà, eh bien, on voit moins de 70% des participants qui ont déclaré qu'ils appliquent une méthodologie formelle. Je pense qu'ici, c'est le signe que la gestion du changement rentre de façon naturelle dans les méthodes de projet et on voit moins de participants qui mettent en place une méthodologie formelle de gestion du changement lorsqu'elle s'intègre véritablement dans la gestion de projet.
Le numéro 3, venant des praticiens, on a déclaré un petit peu moins de budget, mais un petit peu plus de ressources. Donc voilà, on peut noter ça. Quatrième, la résistance des managers et des employés est moins évitable qu'avant. Une interprétation possible est que, actuellement, probablement post-Covid, une certaine accélération du changement, la complexité des changements font qu'on observe probablement plus de difficultés au niveau volet humain, peut-être plus de burn-out, plus de ce genre de difficultés, bien sûr, et la résistance devient de moins en moins évitable et que la gestion du changement devient de plus en plus indispensable. C'est une interprétation possible. Numéro 5, c'est au niveau de ce qu'on appelle l'engagement, l'embarquement, la motivation des employés par rapport au changement. Eh bien, on observe un plus haut taux d'engagement des collaborateurs par rapport au changement, et même la catégorie très engagée a la progression la plus grande. Et enfin, le 6e point notable, c'est l'augmentation sensible des entreprises qui commencent à gérer véritablement et activement un portefeuille de changement. Et ça, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Alors, grande nouveauté maintenant. Grande nouveauté dans la 12e édition, c'est ce nouveau sujet qui a été étudié, c'est la définition du succès du changement. Alors, je vous montre les points qui ont été explorés. Le premier point, c'est la mise en évidence d'une corrélation entre le fait de mesurer la performance et le fait d'obtenir les résultats attendus. Ça, c'est le premier point, je vais l'illustrer. Le deuxième, c'est une exploration des obstacles à la définition du succès du changement, les adaptations qui ont été faites pour arriver à le faire et aussi parfois les raisons pour lesquelles on n'a pas défini le succès du changement. On va explorer ça. Troisième grand point, c'est les rôles qui interviennent pour la définition du succès du changement. Et enfin, on découvrira ensemble, venant de la recherche, quelques idées d'indicateurs de succès du changement. Eh bien, je vais de nouveau me tourner vers vous avant de montrer ce qui vient de la recherche. Non, peut-être d'abord certains éléments de corrélation, et puis alors après, je lancerai un petit sondage. Premier élément de corrélation, c'est celui-ci. Lorsque les entreprises définissent et aussi mesurent la performance par rapport aux objectifs, eh bien, on voit qu'elles ont plus de chances d'atteindre, voire de dépasser les objectifs, par rapport à celles qui ne définissent pas, par rapport à celles qui ne mesurent pas. Alors, regardez. Donc, ceci vient directement de la 12e étude. Ceci est une distribution par rapport à la question avec quel niveau de qualité avez-vous défini les objectifs et les buts de votre changement. Voici donc la distribution, plutôt gaussienne. Mais alors, ce qui est intéressant, ça va être la corrélation. On observe que lorsque les objectifs ont été définis de façon pas très bonne, je dirais plutôt médiocre, eh bien, on observe un taux de succès très faible. Par contre, une excellente définition des objectifs a permis des taux de succès de 80%. Par succès, j'entends atteindre les objectifs définis dès le départ, voire les dépasser. Donc ça, c'est l'importance de la définition des succès, comme vous voyez. L'autre élément intéressant mis en lumière par la recherche, c'est le fait de mesurer la performance. De nouveau, la distribution est-ce qu'on a véritablement mesuré la performance? Et puis ensuite, la corrélation. Et on voit que c'est vraiment le même genre de corrélation. C'est au mieux, au plus, on mesure la performance et au plus, on a des taux de succès élevés. Donc ça, c'est pour la question de cette corrélation. Et comme je disais, j'aimerais vous entendre. J'aimerais entendre ce qu'il en est de votre propre expérience. Dans votre expérience, est-ce que vous avez pu constater que l'utilisation d'indicateurs de succès avait un impact sur la performance du projet? Et si oui, comment? Quel a été le mécanisme que vous avez observé qui faisait que le fait d'avoir défini des indicateurs de succès a amélioré la performance du projet? De nouveau, prenez quelques secondes pour y répondre.
Je serais très intéressé. En effet, une objectivation, ça va permettre, bien sûr, beaucoup moins de conversations, de discussions stériles. Il sera beaucoup plus objectif là où nous en sommes, ce qu'il reste à faire, et cela orientera beaucoup plus facilement les actions, avec bien sûr une incidence sur la performance du projet. La prise de conscience, exactement. Lorsqu'on prend conscience du fait qu'on n'y est pas, par exemple, eh bien, ça fera en sorte que nous allons continuer à travailler pour la performance du projet. La clarification des attentes, absolument. Les indicateurs de succès vont contribuer à clarifier les attentes et on aura donc une beaucoup plus grande chance d'arriver, de s'aligner sur ces attentes et d'y répondre. Un engagement plus fort du sponsor lorsque les indicateurs de succès sont bien définis. On peut recentrer les actions, on peut réaligner les personnes qui prennent les décisions sur ces actions, recentrer sur ce qui fait que nous n'avons pas encore atteint le succès tel que défini par les indicateurs ou ce qui doit encore être fait pour y arriver. Les définir de manière collaborative en utilisant une méthode structurée, j'aime beaucoup cela. Parce que lorsque plusieurs personnes collaborent à définir ces indicateurs, on aura non seulement probablement des indicateurs les plus appropriés, mais on aura tout un groupe de personnes véritablement motivées pour les atteindre. Et ça nous mène au point suivant, qui est la motivation des équipes lorsque l'objectif est clair, sous forme d'indicateurs chiffrés, tangibles, objectifs. L'engagement de tous, pas seulement sponsors, les managers, mais les collaborateurs aussi. Et donc la meilleure adhésion des équipes sur base de ces indicateurs, partage des résultats, tout ça, ce sont en effet des mécanismes qui viennent de votre expérience, que vous avez pu observer et qui font qu'en effet, lorsqu'on définit correctement des indicateurs de succès, eh bien cela a une incidence très nette sur la performance du projet. Merci pour ça. Alors, la définition du succès. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs choses qui ont été observées. Les principaux obstacles à cet objectif si important de définir les indicateurs de succès du changement, les adaptations qui ont été faites par rapport aux défis et également les raisons pour lesquelles ça n'aurait pas été fait. Eh bien, commençons par les trois principaux obstacles qui ont été relevés par la recherche. Le premier, c'était la difficulté à identifier les KPIs. Donc, KPI, c'est Key Performance Indicators, les indicateurs clés de performance. La difficulté à les identifier. Parfois, les succès sont relativement intangibles et définir les indicateurs peut se montrer particulièrement difficile. Parfois, l'objectif lui-même du projet n'est pas si clair, hein, donc manque de définition claire du succès. J'aime souvent dire, si on ne sait pas très bien où on va, eh bien, on a très peu de chances d'y arriver. Et le troisième point qu'on observe beaucoup trop souvent, malheureusement, c'est justement un manque d'alignement parmi les parties prenantes. Chacun a sa vision, chacun a sa propre perspective et chacun va formuler le changement à sa propre façon. Et par ce manque d'alignement, on n'arrive pas facilement à définir les bons indicateurs de succès. Question suivante. Des adaptations aux différents défis pour la définition du succès. Évidemment, le premier, c'est de s'efforcer à véritablement définir des indicateurs les plus quantifiables possibles. Le deuxième est intéressant en communication et formation. Définir des indicateurs de succès, c'est pas une chose facile et on voit de plus en plus des ateliers de formation pour aider les différentes personnes à faire cet exercice de façon structurée pour définir les indicateurs. Application et consultation des parties prenantes, bien sûr, plutôt que d'avoir une définition de succès d'une seule personne dans son coin, c'est une excellente façon de fédérer. Quelqu'un l'avait mis dans le petit sondage juste avant la co-construction, la collaboration pour la définition de ces indicateurs. Et enfin, les raisons principales. Eh bien oui, la première, c'est, comme on l'a évoqué, le manque d'alignement sur les buts et objectifs. Tout le monde n'a pas la même vision, la même perspective sur ce changement. Et la conséquence a été que ces indicateurs n'ont pas simplement pas été définis. Les modifications dans le cadrage, les modifications dans le scope du projet, ça a été cité pas mal de fois aussi. Au fur et à mesure qu'on avance, on veut faire de nouvelles choses dans le contexte de ce projet, et donc définir les indicateurs devient particulièrement difficile, et même parfois ça n'a pas été fait.
Et puis aussi simplement la résistance par rapport à tel ou tel changement venant des dirigeants de l'entreprise, cela a fait que, évidemment, nous n'avons pas pu définir les succès. Alors, la question suivante, c'est les rôles pour la définition du succès du changement. Et là aussi, j'aimerais vous sonder. Vous avez probablement dû à certains moments intervenir pour la définition du succès du changement. La question que je vous pose, c'est est-ce que ça vous arrive d'être impliqué dans la définition du succès du changement et qu'on vous demande de faire des choses qui n'incombent pas à votre rôle normal de praticien du changement? C'est toujours intéressant à observer. Et évidemment, on va découvrir ensemble, venant de la recherche, qui doit faire quoi concernant la définition de ces indicateurs de succès. Je lis quand même une nette majorité, quasiment les 3/4 d'entre vous me disent, eh bien, j'ai souvent dû faire du travail qui allait au-delà de mes responsabilités en ce qui concerne la définition du succès du changement. Et un quart dit, ben oui, j'ai parfois dû le faire. Donc, on voit que c'est relativement fréquent, c'est une thématique assez courante de voir tout ce qu'on demande comme tâche aux praticiens du changement. Voyons, le praticien du changement a bien sûr un rôle à jouer dans la définition du succès. On va le découvrir ensemble. Pour ça, je vais utiliser une structure que la plupart d'entre vous connaissent certainement très bien, puisque c'est celle qu'on utilise et qu'on étudie dans le programme de certification. C'est cette structure à 3 niveaux. Le premier niveau d'indicateur de succès, c'est au niveau de la performance organisationnelle. C'est arriver à répondre à la question, cette initiative de changement a-t-elle livré les résultats et bénéfices qu'on attendait? C'est ce que j'appelle la question ultime, bien sûr. Le deuxième niveau, c'est au niveau de la performance individuelle. La question est, dans quelle mesure est-ce que les collaborateurs impactés, les utilisateurs ont véritablement adopté ce changement et l'utilisent qualitativement? Cette question est très différente, mais elle est très utile aussi. Et le troisième niveau, c'est le niveau de la performance de la gestion du changement. Avons-nous fait la gestion du changement comme il faut? Voici les 3 niveaux et le processus de mesure de la performance est le suivant. On va commencer par définir les indicateurs et puis on va suivre les indicateurs et puis on va les utiliser pour montrer que nous avons réalisé les bénéfices. C'est-à-dire qu'aux 3 niveaux, nous allons définir les bons indicateurs. Et aux 3 niveaux, nous allons faire le suivi et puis aux 3 niveaux, nous allons démontrer. Alors, la question a été posée maintenant de savoir quels sont les rôles et les responsabilités pour mesurer le succès. Pour ça, on a utilisé un cadre, une méthode qui est très courante, que vous connaissez probablement, c'est le modèle qui s'appelle RACI. Alors, je l'explique brièvement pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c'est pour toute liste de tâches, on va définir pour chaque tâche le rôle de chacun. Et il y a 4 rôles possibles. Le premier rôle, c'est ce qui s'appelle responsible. Alors attention, là c'est un faux ami en anglais. Responsible, ça veut dire quelqu'un qui a la responsabilité. Non, c'est l'exécutant de la tâche. Celui qui a la responsabilité, dans le modèle RACI, on l'appelle accountable. Accountable, c'est la personne qui a véritablement la responsabilité du succès de cette tâche, qui va veiller à ce que cette tâche soit accomplie et qui aura la prise de décision, le pouvoir et la prise de décision pour l'exécution de cette tâche par la personne qui est responsible. Ensuite, après le R et le A, on a le C de consultant. Consultant, c'est les personnes qui doivent être consultées, qui ont de la connaissance et de l'expertise qui est indispensable pour la réalisation de la tâche. C'est le C. Et puis le I, c'est les personnes qui doivent être informées lorsque cette tâche est en cours et lorsque cette tâche est accomplie. C'est donc le RACI, le RACI. Donc, exécution de la tâche, prise de décision, doit être consultée, doit être informée. Et voilà, nous avons appliqué ça à cette structure et vous voyez les questions chaque fois, responsible, qui exécute la tâche, accountable, qui a la responsabilité que cette tâche soit effectuée. Alors en ce qui concerne la performance organisationnelle, ce qui est apparu, c'est que en général, la personne qui définit les indicateurs, c'est le chef de projet. PM, ça veut dire Project Manager. Et sponsor, ça veut dire sponsor.
Et l'accountable, la personne responsable pour s'assurer qu'on ait bien les bons indicateurs, c'est le sponsor. Pour le suivi, c'est le chef de projet qui fait le travail et qui s'assure même que le travail soit fait. Et puis pour la réalisation des résultats, c'est bien sûr le sponsor qui a la responsabilité ultime. La performance individuelle, c'est un peu différent. On voit que le change manager est la personne qui intervient le plus pour définir des indicateurs d'adoption et d'utilisation. Et oui, c'est logique, puisque la gestion du changement consiste à mener l'adoption et l'utilisation. Et c'est le chef de projet qui doit s'assurer que cela sera fait. Et le suivi, le chef de projet va faire le suivi de ces indicateurs tout au long du projet avec les autres indicateurs de performance du projet. Et regardez, ça c'est particulièrement intéressant. Qui va s'assurer de montrer en fin de trajet que nous obtenons bien les résultats relatifs à l'adoption et l'utilisation, eh bien, c'est le plus souvent les responsables d'équipe opérationnelle impactées. Ça, c'est un éclairage assez intéressant qui nous vient directement de la recherche. Et enfin, au niveau de la performance de la gestion du changement, oh quelle surprise, c'est le praticien du changement qui fait la totalité du travail et qui a la responsabilité du fait que ce travail soit fait. Je peux vous montrer où on retrouve tout cela sur la plateforme, sur le Research Hub, dans la partie interactive. Je vais faire la même chose, je vais filer sur mon navigateur et donc je vais aller dans l'application de la gestion du changement. Vous voyez, dans l'application, vous voyez, on va voir la définition des mesures de succès. Et dans la définition de mesures de succès, attendez, ce que je vais prendre, je vais prendre les rôles ici. On va reprendre les rôles. Ce que vous voyez, c'est les chiffres que je viens de vous montrer. Ici, les chiffres. Et chose intéressante, vous pouvez évidemment filtrer en fonction des continents. Eh bien, ici, on va regarder sur l'Europe. Vous pouvez filtrer en fonction des secteurs d'activité, par exemple aérospace, et vous allez voir les chiffres relatifs à votre domaine d'activité spécifique. Et vous pouvez donc explorer tout ceci par rapport à la performance organisationnelle, à la performance individuelle, à la performance de la gestion du changement. Tous les chiffres sont là de façon interactive. Alors maintenant, parlons des indicateurs eux-mêmes. Les indicateurs eux-mêmes, eh bien, on a structuré ça suivant 3 axes qui sont en fait les 3 grands axes, les 3 grands facteurs qui influencent le retour sur investissement des projets. Le premier, c'est le fait d'adopter le changement. Le deuxième, c'est le fait d'utiliser ce changement dans la durée. Et le troisième, c'est au niveau de la compétence, le qualitatif, qui est véritablement ce qui apporte la valeur à l'entreprise. Eh bien, en ce qui concerne l'adoption, les 3 principaux indicateurs ont été ceux-ci. Taux d'utilisation du nouveau logiciel. Évidemment, ceci se rapporte essentiellement aux changements relatifs à l'apport de nouveaux logiciels. C'est ce qui est apparu le plus souvent. Le deuxième, c'était l'évaluation du niveau de sensibilisation. Ça, on l'a le plus souvent observé dans les transformations culturelles. Et puis le troisième, ça a été la vitesse d'adoption. Est-ce que les gens se mettent à adopter directement? Je vais faire la même chose. Je vais passer directement sur la plateforme et on va regarder ici les indicateurs de succès. Voici les statistiques et je vais vous montrer l'interactivité. Ce qu'on voit ici, c'est le plus grand nombre de participants qui ont travaillé sur des projets de développement logiciel. Et ce qui vient en numéro 2, c'est les changements culturels. Eh bien, et vous voyez les indicateurs qui ont été repris le plus souvent. Chose intéressante qui vont certainement vous inspirer, c'est que vous pouvez maintenant cliquer sur un type de changement. Par exemple, je vais cliquer sur le développement logiciel. Et vous voyez qu'en effet, la métrique d'adoption la plus souvent utilisée, ça a été le taux d'utilisation du nouveau logiciel. Donc, vous voyez nettement supérieur à la moyenne par rapport à tous les changements.
Si par contre, maintenant, je vais cliquer sur le deuxième type de changement courant, c'est le changement culturel, eh bien, dans ce cas-là, je vois que l'indicateur le plus souvent utilisé, ça a été l'évaluation de la sensibilisation. Et l'accès, le taux d'utilisation du logiciel est nettement moindre, bien sûr. Ce n'est pas l'indicateur principal. Dans le changement culturel, l'indicateur principal, c'est l'évaluation de la sensibilisation. Ainsi, en fonction des changements que vous menez, vous pouvez trouver ce qui a été fait le plus souvent comme indicateur indicateur d'adoption. Donc, ceci est, comme je vous disais, dans la partie interactive de cet outil, peut véritablement vous orienter lorsque vous voulez créer toute cette structure de définition du succès du changement. Vous voyez directement les mêmes considérations pour les indicateurs d'utilisation et de compétences. Et de compétences, bien sûr. Je vais cliquer ici dessus pour les avoir tous. Et je reviens à ma présentation. Donc, le deuxième, dans l'utilisation, c'était ce qui apparaissait à l'écran sur la plateforme. Les principaux indicateurs mesure de l'utilisation du système. Évidemment, on l'observe lorsqu'on est sur des systèmes informatiques. La perception des employés, là, plutôt dans les changements culturels, et le taux d'utilisation. Et enfin, les indicateurs de compétences. Eh bien, comme je vous le disais, la compétence, c'est ce qui va apporter la valeur du changement pour l'organisation, pour l'entreprise. Donc les indicateurs sont assez différents. On y voit maintenant les résultats, la performance de l'entreprise comme véritable indicateur du fait que ce changement est appliqué de façon qualitative. Feedback est en tête, vient en numéro 2, et puis la comparaison de performance. Vous avez chaque fois pour les trois axes d'indicateurs, vous avez chaque fois des indications verbatim de ce qui a été donné par les participants à la recherche. Bon, alors maintenant, j'arrive au bout de l'explication des nouveaux constats, de ce que la 12e étude apporte comme nouveaux éclairages. J'aimerais vous poser la question maintenant. Donc on vient de passer quasiment, en tout cas une bonne demi-heure à parcourir le contenu de la 12e édition. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent dans votre mission actuelle. J'ai un commentaire ici qui est très relevant, très pertinent, certainement, j'en suis très content, mais de façon plus spécifique. Dans ce que j'ai parcouru, dans ce que j'ai montré, qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent? Les indicateurs, oui. Les indicateurs, j'imagine, et je tiens à indicateur de succès, oui, et je tiens à préciser en effet ces trois axes, adoption, utilisation et compétences, oui, fort relevant, oui, merci. Ces trois axes vont particulièrement être intéressants, surtout axe compétences. Oui, eh bien, j'ai tendance à sympathiser avec ce commentaire parce que, en fait, c'est là qu'on touche les indicateurs ultimes. Est-ce qu'on obtient véritablement la valeur attendue, monétaire ou non monétaire, attendue par l'entreprise pour ce changement? Les informations sur les types d'indicateurs. Oui. Et donc, pour rappel, tous ces indicateurs, vous y avez accès donc, sur la plateforme, comme je vous ai montré, en explorant et en cliquant sur votre continent, en cliquant sur votre domaine d'activité, sur votre taille d'entreprise, sur le type de projet sur lequel vous travaillez, et ainsi vous aurez les meilleures idées d'indicateurs. L'effet sur la performance, je pense en effet que c'est un élément important que nous avons mis en évidence, c'est que le fait de bien définir les indicateurs, le fait de bien suivre les indicateurs, eh bien, a de façon très claire, très immédiate, un effet sur la performance du projet. La mesure de la performance par RACI, oui, le modèle RACI pour vraiment définir qui aura telle ou telle responsabilité pour la définition des indicateurs, le suivi des indicateurs et l'utilisation des indicateurs pour la démonstration des résultats. Ok, les domaines d'activité peuvent permettre de conscientiser les décideurs, oui.
Merci pour ça, merci pour ça. Et alors, on en arrive maintenant à la dernière partie de de ce webinaire qui est la plus intéressante. Évidemment, j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est ce rapport interactif. C'est-à-dire que c'est ce qui s'appelle le Me Searcher. Bon, comment traduire Me Search? Je dirais que moi, en tant que praticien du changement, je n'utilise plus ce rapport des meilleures pratiques comme donc en feuilletant un livre, mais je l'utilise en devenant moi-même la personne qui fait la recherche. Je deviens chercheur de ProSci, je deviens chercheur dans la recherche de ProSci. Je m'explique. Par la plateforme, maintenant, par cette 12e édition, je vais commencer par définir mon propre contexte. Quel est le changement dont je parle? Quelle est mon entreprise? Qu'est-ce qui la caractérise? Quel type de projet? Qui je suis en tant que praticien? Et je vais moi-même créer mes questions. Qu'est-ce que je veux explorer? Est-ce que je veux explorer ce qui s'est fait en termes de sponsorship, de communication, de résistance, et ainsi de suite? Qu'est-ce qui a fonctionné, qui a marché ou pas marché? Et donc, je vais commencer à explorer cela pour répondre à mes propres questions. Par exemple, je veux voir quels ont été les résultats des projets en termes d'atteinte des objectifs, atteinte dans les budgets. Je peux explorer les études de benchmark par rapport au secteur d'activité, par rapport aux régions, et ainsi de suite. Donc, je vais prendre quelques exemples. Je pourrais très bien dire, voilà, je travaille dans le secteur des soins médicaux, dans une grande organisation qui compte 10 000 collaborateurs, et j'ai un projet spécifique de mise en place de dossiers médicaux électroniques. Et ce qui m'intéresse tout particulièrement en tant que praticien, c'est de voir quelle est la collaboration avec le sponsor du changement. Et j'ai plusieurs questions. Comment est-ce que les autres entreprises dans le même secteur font pour mettre en place ce projet? Quel est le budget? Quel a été l'impact sur les gens? Quelle approche de projet ont-ils prise? Est-ce qu'ils ont fait ça de façon séquentielle, en veille, itératif ou un mélange des deux? Et quelles ont été les activités de gestion du changement qui ont qui ont eu le plus d'impact sur le succès du projet semblable à celui que je veux mener? Je peux aussi me poser des questions par rapport à mon entreprise. Par exemple, je travaille en finance dans une entreprise de 6500 collaborateurs et je suis occupé au déploiement de la gestion du changement dans toute l'entreprise. Et donc, je suis le meneur de ce déploiement. Et toutes les questions que j'ai, c'est, eh bien, les autres entreprises, comment font-elles? Comment font-elles pour mettre en place leur PMO ou leur CMO? Et puis, je souhaite arriver, avec mon comité de direction, on souhaite arriver au niveau 4 de maturité. Eh bien, les autres entreprises qui sont au niveau 4, eh bien, où en sont-elles maintenant? Que font-elles? À quoi ressemblent-elles? Quelle est la taille de leur CMO, etc. Et puis, je travaille depuis ce projet depuis 3 ans. Eh bien, les autres entreprises qui travaillent depuis 3 ans, où en sont-elles? Je peux me poser toutes ces questions. Je peux me poser toutes ces questions par rapport à l'atteinte du succès. Et je peux me poser la question, les autres entreprises, eh bien, que font-elles différemment de celles qui réussissent? Que font-elles différemment de celles qui ne réussissent pas? Et alors, mon projet, est-ce qu'il ressemble plus à ceux qui réussissent ou plus à ceux qui ne réussissent pas? Et donc, je vais utiliser la plateforme, je dirais avec 3 étapes. Je vais d'abord filtrer pour focaliser. Je peux filtrer sur les continents, sur les secteurs d'activité, sur les tailles d'entreprise. Je peux mettre mon pointeur sur les différentes barres pour y trouver de l'information. Et puis, je peux cliquer sur ces barres pour pouvoir comparer. Alors, comment est-ce qu'on accède à ce rapport? Eh bien, c'est à partir du portail. Donc, tous ceux qui ont déjà suivi la certification depuis 2021 ont accès à ce portail. Et là, vous avez le Research Hub, qui est vraiment le centre de recherche. C'est la tuile Research Hub. Et dans toutes les tuiles du Research Hub, vous en avez une qui s'appelle Best Practices Change Management. Donc, les meilleures pratiques dans la gestion du changement, Best Practices in Change Management, 12e édition. Et lorsque vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur cette 12e édition et au bas du menu à gauche, vous trouvez donc Interactive Insights. Et c'est
donc c'est l'accès, je vais continuer la démo ici bien sûr. Vous voyez ici, je suis sur les Interactive Insights. Et bien sûr, je peux me mettre là en dessous pour me mettre en mode plein écran, ce que je vais faire ici. Voilà. Euh, et je peux commencer à explorer. Par exemple, je regarde Getting Started, par exemple. Bienvenue. Bienvenue. Oui, là, ça peut parfois prendre un petit peu de temps. Et là, j'ai des explications sur comment utiliser les différents écrans. Et je peux mettre mon curseur sur les différents éléments et je peux cliquer sur certains d'entre eux pour voir ce que ça donne. Par exemple, j'ai cliqué sur les petites entreprises, 1 à 99 employés. J'ai environ 200 participants et c'est essentiellement des entreprises avec des revenus plus faibles. C'est assez logique. Voilà déjà quelques éléments d'exploration que je peux faire. Alors, je peux regarder les profils de projets. Voilà, parmi les participants à la recherche, eh bien, j'ai la majorité des projets qui apparaissent dans la recherche, c'est en effet des adaptations de logiciels et des changements culturels. Alors, je peux, par exemple, prendre le scénario. Oui, je disais, par exemple, je travaille dans le secteur de la santé. Eh bien, dans ce cas-là, je vais aller cliquer sur Healthcare et je vois que ici, tiens donc, de nouveau encore le logiciel, mais ce qui vient en numéro 2 maintenant, avant même les changements culturels, c'est les dossiers médicaux électroniques. Et ce que je peux faire alors, je peux cliquer sur les dossiers médicaux électroniques et je vois apparaître donc toutes ces statistiques. Je vois alors que dans ce cas-là, les impacts en termes de processus, état d'esprit, etc., ont été plus grands que la moyenne sur tous les types de projets. Je peux regarder ici en bas, par exemple, les durées de projet et je constate que dans tous ces participants à la recherche, ceux qui ont travaillé sur des projets de dossiers médicaux électroniques, eh bien, c'est majoritairement des projets qui ont duré plus de 2 ans. Donc maintenant, je sais à quoi m'attendre et je vois que très souvent, ça a été fait avec une démarche hybride, donc moitié séquentielle, moitié itérative. Je peux ainsi explorer tout cela. Je disais donc mon deuxième exemple. Je disais, je travaille en finance et je suis occupé à déployer la gestion du changement. Et donc, je vais à l'état actuel de la gestion du changement et je regarde Enterprise Capability. Et de nouveau, je vais avoir ce genre de statistiques. J'observe que, par exemple, la majorité des entreprises sont au niveau de maturité 2 et 3, par exemple. Maintenant, je vais, par exemple, focaliser sur finance, puisque je travaille en finance. Et ainsi, j'observe certaines évolutions. Si je l'enlève, par exemple, je vais voir qu'en finance, il y a quand même nettement plus d'entreprises au niveau 3 et au niveau 2 que dans la moyenne. Donc, on a probablement un niveau de maturité un petit peu plus élevé que la moyenne. Et je peux voir toute une série d'observations sur avoir un CMO, le nombre de personnes dans le CMO. Je vois que majoritairement, on a 2 à 5 personnes dans le CMO. Alors, juste pour terminer cette petite démo, je vais vous montrer ce que j'appelle le bouton magique. Donc, je suis en finance et j'ai le petit bouton magique ici qui montre j'ai cliqué sur le petit bouton bleu qui est parmi les entreprises qui ont réussi. Et ainsi, je peux me comparer aux entreprises qui ont réussi dans leur initiative. Et on voit que parmi les entreprises qui réussissent les changements, eh bien, on a quand même beaucoup plus qui sont au niveau 3 que dans la moyenne. Et donc, je me dis, eh bien oui, ça vaut la peine de pousser vers le niveau 3. On voit qu'il y en a plus qui ont un CMO et ainsi de suite. Ça veut dire que si je veux ressembler aux entreprises qui réussissent, eh bien, j'ai probablement intérêt à tendre vers cela. Alors, on voit par exemple dans les entreprises qui réussissent,
on voit beaucoup plus que la moyenne des CMO qui sont placés dans le département stratégie, transformation, plutôt que PMO ou ressources humaines. Et donc, je peux me dire, eh bien, je peux suivre les bons exemples pour me mettre du côté de ceux qui réussissent. Voilà donc Bon, on pourrait bien sûr passer des heures sur cette petite démo. Je vous invite à l'essayer, bien sûr. Explorer, explorer. Vous êtes le chercheur dorénavant. Vous êtes la personne qui définit son propre contexte, ses propres questions et qui fait sa propre recherche. Ça, c'est la puissance de cette 12e édition. Alors, je peux vous donner des ressources complémentaires. C'est que ce que je viens de vous montrer est accessible sur le Research Hub. Le Research Hub, vous l'avez bien sûr avec votre inscription à la certification. Il existe chez ProSci, si vous allez sur le portail de ProSci, il existe un rapport interactif complet. Je pense que je peux vous le montrer ici. Et celui-là est gratuit. Il est accessible sur le site de ProSci. Je vais également me mettre en plein écran. Vous voyez, il est plus limité, mais vous pouvez faire la même chose. Par exemple, vous pouvez cliquer sur un changement culturel et vous verrez apparaître les données relatives à cela. Vous pouvez, par exemple, je vais recliquer dessus, vous pouvez cliquer sur ceux qui ont très largement réussi leur initiative de changement. Et vous voyez que, par exemple, ceux-là ont 2 fois plus que les autres, 2 fois plus que la moyenne, un budget dédié pour la gestion du changement et sensiblement plus que la moyenne des ressources dédiées à la gestion du changement. Ça, c'est très parlant aussi. Et parmi ceux qui n'ont vraiment pas réussi, eh bien, vous voyez qu'en effet, ils ont quasiment 2 fois moins, 2 fois moins d'entre eux ont un budget dédié pour la gestion du changement et aussi sensiblement moins de ressources dédiées pour la gestion du changement. Donc, ce site-là est également utile, mais il est nettement moins puissant que celui que vous avez sur le Research Hub. Et alors, une dernière ressource que je vous encourage à aller consulter, c'est le site de ProSci. Je pense que voilà, oui, voilà ici. Le site de ProSci pour la participation à la recherche. Alors, je vous le montre aussi. Voilà. Donc, vous avez l'URL dans les slides ici. Sur ce site-là, vous voyez les recherches en cours et donc vous pouvez contribuer à la recherche. Par exemple, ici, une recherche en cours sur les effets de l'intelligence artificielle sur la gestion du changement. Vous pouvez y participer. Ça peut être une très, très bonne idée. Je ne sais pas si vous l'aviez constaté, en tout cas, je ne l'ai pas dit explicitement, mais pour l'instant, pour la 12e édition, l'Europe est à égalité avec les États-Unis en termes de contribution à la recherche, avec 28% des participants venant d'Europe, tout comme les États-Unis. Donc, si vous allez participer à ces recherches-là aussi, vous pouvez bien sûr aider l'Europe à faire même encore mieux que les Américains en termes de participation à la recherche. Et ça, ce serait intéressant, n'est-ce pas? Voilà donc cette exploration. Je suis ouvert maintenant à vos questions s'il y en a. Merci beaucoup, Vincent. Alors, la question qui est ressortie le plus, mais du coup, tu y as déjà répondu, c'était comment est-ce qu'on peut avoir accès à cet outil, qui est du coup en se faisant certifier chez ProSci. Oui, oui, Et donc oui, oui, vas-y. je peux rappeler, donc, avec la certification chez ProSci, vous recevez l'accès aux différents portails, notamment le Research Hub. Vous allez dans le Research Hub et là, vous trouvez la tuile 12e, la Change Management Best Practices, 12e édition. Vous allez sur cette tuile-là et à gauche, tout en bas, vous verrez Interactive Insights. Donc, c'est vraiment l'exploration interactive. Et là, vous commencez à jouer et explorer comme je vous ai montré. Et une sous-question à cette question, c'était pour les personnes qui se sont fait certifier en 2020 et en 2021. Oui, oui, oui. Est-ce Alors, qu'elles ont également accès? oui, alors si vous n'avez pas la tuile Research Hub, eh bien, ce que je vous conseille véritablement de faire à cela, c'est que je dois vous dire que depuis lors, la méthodologie a énormément
comment dire, progresser. Et je vous encourage véritablement à faire une petite mise à jour. C'est le programme que nous appelons Application de la méthodologie. Donc, revenez vers nous et nous avons développé un atelier d'une journée qui vous montre toutes les améliorations de la méthodologie et qui vous donne l'accès à toutes ces plateformes. La plateforme Research Hub dont je viens de parler, la plateforme Proxima qui est une suite d'outils très sophistiqués pour vous aider à développer votre approche, vos plans et à faire le suivi. Et également le Knowledge Hub qui contient toute l'explication, le contenu de toute la méthodologie et l'accès à tous les outils. Et le prix de cette journée n'est pas plus élevé que le prix de ces plateformes. Donc, c'est comme si c'était gratuit en fait. Donc, si vous n'avez pas encore ces accès, revenez vers nous pour vous inscrire à ce programme-là. Vous aurez toutes les explications et tous les outils, les plateformes. Merci beaucoup. Une autre question que nous avons reçue, c'est, donc tu nous as montré ce qui a changé depuis la 11e étude, mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir une vue des tendances pour le futur? Oh oui, bonne question, bonne question. Alors, je vois qu'il reste 4 minutes, donc je vais essayer Donc, je suis pas Madame Soleil, bien sûr, hein, mais je peux vous dire ce qui apparaît assez clairement dans les tendances vers le futur. La première, c'est une attention croissante portée au volet humain des changements. Les méthodes deviennent de plus en plus participatives dans les entreprises. Donc ça, c'est certainement la première chose. La deuxième, c'est un meilleur alignement de la gestion du changement avec la stratégie et la culture des entreprises. On voit que la gestion du changement s'intègre de plus en plus dans les processus internes des entreprises. Il y a de plus en plus d'initiatives de développer la gestion du changement comme une compétence clé de l'entreprise. La gestion du changement est de plus en plus considérée comme un différenciateur stratégique. Ça aussi, c'est une tendance. Ce qu'on observe aussi ce qu'on va voir dans les années qui viennent, c'est des pratiques de gestion de changement plus agiles, des approches de plus en plus itératives, des approches de plus en plus intégrées avec les méthodes de développement agile. Alors, les outils, l'intelligence artificielle vont être de plus en plus utilisés pour ça. Euh, on va observer un focus de plus en plus grand sur la résilience, sur l'agilité auprès des collaborateurs. Oui. Alors aussi, certainement dans les années qui viennent, une prise de conscience encore plus grande de l'importance de la gestion du changement. De plus en plus de formations pour les responsables d'équipe, de plus en plus de formations pour les collaborateurs eux-mêmes. Vraiment une prise de conscience que la gestion du changement concerne l'ensemble de l'entreprise. Pas juste un petit groupe dans l'entreprise, mais la totalité de l'entreprise. Une tendance très nette, je l'ai mentionné, mais ça vaut la peine de répéter, c'est l'utilisation des technologies pour la gestion du changement. De plus en plus, le data analytics, l'intelligence artificielle, c'est des choses qu'on va voir apparaître de plus en plus dans les méthodes de gestion du changement. Là où il y a vraiment une évolution qui va continuer, j'en suis sûr, c'est dans l'intégration de la gestion du changement avec la gestion de projet. De plus en plus, les gens réalisent qu'il faut commencer la gestion du changement dès le début des projets. On observe de plus en plus de collaboration les deux disciplines. La gestion du changement devient une partie intégrante de la gestion de projet. Je l'avais évoqué un petit moment. Donc, on voit de plus en plus de chefs de projet qui vont se certifier en gestion du changement. On voit pas mal de création de CMO en plus de la création des PMO. Donc ça, c'est très net. Et alors, peut-être pour terminer, parce qu'il ne me reste plus que 2 minutes, c'est que la gestion du changement va devenir de plus en plus une priorité stratégique pour les entreprises. Donc, ça va comprendre la formation des sponsors, la formation des responsables d'équipe, la formation des équipes de projet. Ça va être une nouvelle attente vis-à-vis des collaborateurs. On attendra des collaborateurs qu'ils intègrent la gestion du changement, leur propre trajet à car dans leur posture vis-à-vis des changements. Donc, on va observer de plus en plus que la gestion du changement va devenir partie intégrante des activités quotidiennes de l'entreprise. Donc, voilà, en quelques mots, ma réponse à cette question. Que voit-on venir dans les années à venir? Parfait. Merci beaucoup, Vincent. C'est on time, 11h59. Donc voilà, je vais faire la petite conclusion.
Merci beaucoup du coup pour nous avoir éclairé sur ce sujet et merci à tous d'avoir été présents. Les questions restantes sans réponse vont vous être répondues par mail, donc on reviendra vers vous dans les prochains jours. Et voilà, j'ai aussi des petites questions à vous poser. Je vais les afficher à l'écran. Voilà, si vous pouviez y répondre, ce serait bien. Et en attendant, je vais faire la petite clôture. Donc voilà, comme d'habitude, l'enregistrement et les diapositives de ce webinaire seront disponibles sur notre site dans les prochains jours, la semaine prochaine, et vous allez recevoir un retour par mail également. Si vous voulez partager les slides avec d'éventuels collègues intéressés, n'hésitez pas. Et si vous voulez approfondir le sujet, nous vous invitons à visiter notre site web, donc la partie blog du site de Nexum. Si vous souhaitez être tenu au courant de nos programmes de formation, publications, webinaires, vous pouvez tout simplement vous abonner à notre newsletter depuis la page d'accueil de notre site ou alors nous suivre sur LinkedIn. Et voilà, pour clôturer, la date de notre prochaine session sera le 8 décembre où nous aborderons la question que tout gestionnaire du changement devrait se poser avant de lancer toute nouvelle initiative du changement, à savoir définir le succès pour mesurer la contribution de la gestion du changement au succès du projet. Voilà, les inscriptions sont déjà ouvertes sur notre site, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et un très bon week-end. Merci beaucoup.